Steve Nadjar. Bonjour Christophe Barbier. Bonjour Steve. Merci de nous rejoindre dans ce grand journal et d'avoir accepté notre invitation. Nos auditeurs vous connaissent évidemment et vous écoutent tous les matins pour votre interview politique dans le morning de Radio J. Vous publiez, Christophe, aux éditions Grasset, un OVNI, un objet littéraire non identifié, un essai intitulé « Moi, Jean-Luc M ». C'est publié donc chez Grasset, un livre qui mêle d'une part un plaidoyer fictif pro-domo de Jean-Luc Mélenchon, fin 2026, à la veille de la présidentielle, un plaidoyer auquel un réquisitoire implacable répond, réquisitoire des dérives extrémistes au parfum antisémite du leader de la France insoumise. Commençons par ça, Christophe. Sur l'échiquier politique, la haine d'Israël et par extension l'antisémitisme a aujourd'hui pour capitale la France insoumise, et Mélenchon en est le principal responsable ? Il en est le principal moteur, responsable je ne sais pas parce que ça vient de loin, hélas, et une partie des ressorts de l'antisémitisme sont anciens, bien plus vieux que Mélenchon, même le ressort le plus récent, c'est-à-dire un antisémitisme venu de l'importation du conflit en palestinien, même cet islamo-gauchisme, Mélenchon n'en a pas été l'inventeur, mais il en est aujourd'hui le moteur principal parce que depuis quelques années, il a décidé d'en faire son carburant électoral. Plus exactement, j'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un simple carburant électoral, d'un opportunisme, d'un cynisme. Les voix qui manquent à Mélenchon, notamment pour arriver au second tour de la présidentielle, sont dans les banlieues de l'islam. Eh bien, allons-y, servons-leur le discours qu'elles veulent entendre, ces banlieues. Soyons antisionistes, soyons antisémites et les voix viendront à nous. Mais ça dépasse cela. J'ai l'impression que depuis le 7 octobre, Jean-Luc Mélenchon a franchi un cap théorique, un cap idéologique qui me laisse penser désormais qu'il est persuadé que c'est le bon combat aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, pour un révolutionnaire, que de servir l'islam politique. Ce n'est pas seulement du cynisme politique de sa part. Non, j'ai l'impression qu'il y a une réflexion stratégique par rapport à son but révolutionnaire. Mélenchon désespère des prolétariats classiques. Le prolétariat issu de la révolution industrielle, il a disparu. Les mines, la sidérurgie, le charbon, tout ça, c'est fini. Le prolétariat spontané qu'il a cru voir à un moment donné dans les Gilets jaunes l'a désespéré un peu par sa désorganisation, puis par ses tendances aussi jadiste, c'est un prolétariat, ce sont des Français en colère qui vont souvent vers l'extrême droite. Alors il a décidé de mêler le vert de l'islam et le rouge de la révolution et d'arriver à la révolution prolétarienne par un choc qui serait celui des banlieues contre les centres-villes. Et pour produire ce choc, il lui faut affronter Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Ça donnera une large victoire de Marine Le Pen, mais il est persuadé que le pays se fracturera à ce moment-là et que du chaos jaillira la lumière révolutionnaire. Sur le modèle de ce qui s'est passé en Amérique du Sud en particulier. Oui, sur le modèle de ce qui s'est passé en Amérique du Sud, avec ce choc-là, sauf qu'en Amérique du Sud, le ressort de l'islamisme politique était assez peu là, même s'il y avait chez les plus anciens théoriciens de la Révolution ce lien aussi avec les combattants, notamment pro-Palestine. Non, on pourrait rapprocher cela aussi du calcul qui a été fait par les communistes iraniens dans les années 70. Appuyons-nous sur la ferveur religieuse, les barbus vont nous aider à renverser le Shah, on se débarrassera d'eux après. On a vu ce que ça a donné, il n'y a plus de communistes là-bas, en revanche les mollahs sont au pouvoir. Et vous lui faites dire dans la première partie, aujourd'hui Gavroche s'appelle Ahmed. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aujourd'hui, selon lui, dans la population que Éric Zemmour appellerait de souche, de ferments révolutionnaires. Il n'y a plus Pour assez vous, le de tournant, monde. c'est 2012 ? Il y a un tournant en plusieurs temps, parce qu'en 2012, il tient un discours pro-immigration classique d'accueil de nos frères du sud de la Méditerranée. Ça se passe à Marseille, sur la plage, il fait un grand meeting. Il est à ce moment-là à touche-touche avec Marine Le Pen dans les sondages, et il dégringole. Et il comprend qu'il faut changer de discours. Dans un premier temps, en 2017, il va accuser la droite, les capitalistes, Angela Merkel, d'ouvrir la porte aux migrants pour servir en fait le capitalisme et faire rentrer une main-d'œuvre peu chère. Et un discours qui le rapproche d'un marché, d'un Georges Marchais dans les années 70-80. Exactement, soyons contre l'immigration, non pas contre les immigrés, mais contre le mécanisme économique qui fait que les capitalistes attirent les immigrés. Et puis dans un deuxième temps, il va prendre acte de cette immigration, mais pas dans ses revendications économiques et sociales, dans ses revendications identitaires. C'est-à-dire qu'en gros, le Mélenchon qui était pour la laïcité la plus radicale, devient le Mélenchon qui est pro-abaya, qui manifeste avec le CCIF en novembre 2019. Donc il va épouser les combats de l'islam politique et identitaire parce qu'il pense que c'est le détonateur pour faire sauter la poudrière révolutionnaire. On apprenait, Christophe Barbier, au tout début de cette édition, que l'Université de Lille avait décidé d'annuler la conférence prévue demain autour de Jean-Luc Mélenchon et de la candidate LFI aux européennes, Rima Hassan. La faculté explique ne pas pouvoir garantir la sérénité des débats. C'était inévitable pour la faculté, notamment après les pressions exercées par le président de la région, Xavier Bertrand. C'est très regrettable et c'est très compliqué. C'est très regrettable que dans une démocratie apaisée, on n'arrive pas
pas à écouter tout le monde et à laisser tout le monde parler. C'est vrai à Bruxelles hier, quand Orban, Zemmour et Nigel Farage se sont fait interdire de conférences. C'est vrai aussi pour Jean-Luc Mélenchon. Nous vivons des temps où la polarisation politique fait que ce genre de rendez-vous ne sont plus possibles. On n'arrive plus à s'écouter, même quand on est farouchement en désaccord, même quand on est révulsé par un discours. Alfred Sauvy disait « La démocratie, c'est l'art de se diviser ». On ne sait plus se diviser. Mais à qui la faute ? Aux extrêmes. Ce sont eux qui ont polarisé le débat, qui l'ont hystérisé, qui l'ont électrisé. Donc là, ça retombe un peu sur le nez de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est lui aussi qui a porté le bruit et la fureur dans le débat politique. Donc quelque part, il est comme un arroseur arrosé. Mais encore une fois, je trouve inquiétant pour des démocraties qu'on ne puisse pas entendre tout le spectre politique de l'extrême droite à l'extrême gauche. Le choix de Rima Hassan pour ces européennes, pour la liste LFI, c'est un tournant, c'est la continuité de la stratégie en allant peut-être une marche ou deux plus haut ? Bien sûr, c'est-à-dire qu'il va plus loin dans une direction qui a été ravivée par le 7 octobre. Le 7 octobre a remis le conflit israélo-palestinien au cœur des débats. Jean-Luc Mélenchon a choisi son camp. Ce sont les Palestiniens. À mots couverts, certains de ses lieutenants disent même que dans les Palestiniens, il faut entendre aussi le Hamas. Le refus de condamner le Hamas comme mouvement terroriste, ça participe de cette légitimation-là. Et donc Rima Hassan, évidemment, a sa place sur la liste LFI pour cette raison-là. Si le conflit avait été ailleurs, il aurait sans doute pris une autre tête de gondole. Je vois que ça contamine un peu tout le monde parce que ce sont des revendications qui pointent, notamment chez les écologistes. On voit aussi un durcissement de ce côté-là. La crise actuelle de l'écologie, c'est aussi cette faiblesse-là. On voit au PS, on voit SOS Racisme, des mouvements se fracturer à cause de ces positions-là. Et Mélenchon est quand même le principal moteur de tout cela. S'il n'y avait que le NPA et Révolution Permanente pour mordre le trait dans ce conflit et dire des choses abominables, électoralement, ça n'aurait pas de sens. Mélenchon a fait 22% à la présidentielle, il a frôlé le deuxième tour à 2 reprises. Quand il dit quelque chose, ça a une force électorale terrifiante. Après l'attaque de l'Iran samedi soir contre Israël, la députée LFI Ercilia Soudé, qui n'en manque pas une, on le sait, a comparé les deux régimes qualifiés de théocratiques. Du côté du parti, on s'est assez vite inquiété de l'escalade dont profiterait et que chercherait même Benyamin Netanyahou. À leurs yeux, Israël représente finalement le mal absolu, même quand il est visé par une dictature ? Oui, puis surtout l'origine du mal. C'est-à-dire que quand on regarde les messages de LFI, ça a commencé par le bombardement d'un bâtiment consulaire iranien en Syrie. Donc l'Iran est dans une sorte de légitime défense. Le 7 octobre n'existe pas. Les menaces très anciennes de l'Iran sur Israël n'existent pas. L'engagement fondamental de l'Iran et d'autres pour la destruction d'Israël, ça n'existe pas. Et puis, cette volonté de ne pas voir en Israël une démocratie. C'est une démocratie, c'est même trop une démocratie puisque c'est la proportionnelle qui lui crée beaucoup de soucis. Non, on ne considère jamais Israël comme une démocratie parce que forcément, ça en ferait un partenaire de notre modèle. Donc il faut mettre Israël au rang soit des dictatures, et Netanyahou a une tête de dictateur pour eux, soit au rang des théocraties. Je me souviens de Jean-Luc Mélenchon partageant avec moi le combat contre l'idolâtrie vis-à-vis du Dalai Lama. Parce que les Chinois font des choses horribles au Tibet, mais le Dalai Lama, c'est aussi une théocratie. Moi, je ne suis pas pour qu'il y ait des régimes religieux du type Dalai Lama. Ce Mélenchon-là, maintenant, la théocratie, il l'utilise comme argument pour détruire les démocraties. Christophe Barbier, vous racontez avoir fait part à Jean-Luc Mélenchon de votre projet de monter une pièce de théâtre autour de son parcours. Nous sommes en 2022. Vous estimez que c'est l'année suivante, vous le disiez tout à l'heure, l'année suivante qui marque la véritable montée aux extrêmes et la confirmation de l'ancien ministre de Lionel Jospin. Où en est ce projet ? Le texte est écrit, c'est la première partie de mon livre, c'est un monologue de Jean-Luc Mélenchon, on est en septembre 2026, il doit dire à 20h s'il est candidat ou non pour une nouvelle présidentielle. Est-ce que vous pourriez vous arrêter là ? Oui, bien sûr, mais suspense. Moi, je suis persuadé qu'il veut être candidat. Je suis persuadé que ça le tient debout, le fait de pouvoir être une nouvelle fois candidat, et qu'il est persuadé cette fois d'arriver au second tour et de provoquer l'explosion du paysage politique, mais aussi de la République bourgeoise qu'il déteste. Est-ce que ce dimanche de septembre 2026 aura lieu avec un Mélenchon qui fait semblant d'hésiter ? En tout cas, c'est l'occasion pour lui de raconter sa vie, et honnêtement, sa vie est romanesque. Dans notre vie politique française, où on ne s'ennuie jamais, il y a comme ça des personnages qui relèvent plus d'Alexandre Dumas ou de Victor Hugo que de la comtesse de Ségur. Eh bien, Mélenchon en est. C'est des Mélenchon, des Mitterrand, des Le Pen, mais aussi des Attal et des Macron qui font que notre vie politique n'a pas la platitude des vies politiques scandinaves ou autres. Nous avons de vrais personnages. Parfois, ils font peur. C'est le cas avec Mélenchon ou avec Le Pen. Parfois, ils nous entraînent très très haut, comme avec De Gaulle ou d'autres. Parfois, ils sont ambigus.
très ambivalent, comme François Mitterrand. Cette complexité-là, elle fait le romanesque de notre vie politique. C'est pour ça que nous sommes une nation profondément politique. Vous le soulignez à plusieurs reprises, Christophe, il est très inspiré par la figure de François Mitterrand, dont la rencontre, en tout cas à l'écoute d'un de ses discours au début des années 70, l'a marqué, a eu un énorme impact sur la suite de son parcours, mais il l'inspire également visiblement dans les attaques dont il fait l'objet sur la question de l'antisémitisme. Oui, il a trahi François Mitterrand dans toutes les aspirations de François Mitterrand. Mitterrand et l'Europe, Mitterrand et Israël, Mitterrand et le peuple. Ce n'était pas ça. Donc Mélenchon n'est plus aujourd'hui un mitterrandien. En revanche, il essaye de s'abriter derrière la figure de Mitterrand. Et quand Mitterrand recevait des crachats, dont le fait d'être traité d'antisémite parce qu'il avait son passé vichiste, ça aide Mélenchon à dire, vous voyez, comme Mitterrand, je suis victime de procès injustes, je suis accusé injustement d'antisémitisme, et comme Mitterrand, je saurais élever mon destin au-dessus de cet opprobre. Une dernière mot, est-ce que dans quelle mesure son enfance au Maroc, à Tanger, puis son arrivée en France, dont vous racontez que ça a été difficile, qu'il était perçu comme un immigré, comme un étranger, dans quelle mesure ça a un impact sur la manière dont il conçoit la créolisation attendue de la France, le multiculturalisme qui progresse dans le pays? On est du pays de son enfance, dit le proverbe. Et c'est vrai que Mélenchon, pied noir déraciné, qui était au milieu des Arabes en toute fraternité au Maroc et se retrouve considéré, il le dit lui-même, comme le bougnoul quand il arrive en Normandie, ces déchirures-là de l'enfance l'ont profondément marqué. Aujourd'hui, il essaye de retrouver ce paradis multiculturel de l'enfance, dont on sait, parce que c'était la colonisation, qu'il n'était quand même pas idéal, pour nous vendre la créolisation, c'est-à-dire la dilution d'une certaine identité française dans les grands vents de la mondialisation, mais celle venue du Sud. Ça ne prendra pas sur une population française qui aujourd'hui est travaillée par d'autres aspirations et d'autres craintes. C'est pour donner aussi une sorte de véhicule culturel, de vernis culturel à cette volonté révolutionnaire de s'appuyer sur les forces issues de l'immigration, mais de l'immigration marquée par l'islam et l'islam politique, pour faire tomber ce qu'ils détestent le plus, le capitalisme, la Ve République, la bourgeoisie. Si la trajectoire de Jean-Luc Mélenchon vous intéresse, vous devez lire le dernier essai de Christophe Barbier, Moi, Jean-Luc aime. C'est publié aux éditions Grasset. On peut retrouver cet entretien en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur YouTube. Merci Christophe. Merci, avec Studio Fact Édition qui co-publie le livre. On va essayer de le monter aussi, ce spectacle. On va suivre ça de près. Si des acteurs nous écoutent, s'ils sont volontaires. Et ben voilà, le message est passé. À demain, 7h45. Avec Ilana Sicurel. Ilana Ferradian avec Ilana Sicurel comme invitée députée européenne Renaissance. À demain.